Tony Germini, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler gestion de flux de données, on va parler aussi santé et d'intelligence artificielle. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, merci Delphine d'abord pour l'invitation. Très plaisir d'être ici. Donc succinctement, Tony Germini, je suis d'origine italienne et je suis né et grandi à Sierre. Et sur les 22 dernières années, je suis dans une société qui s'appelle Calypse. Et juste avant cela, j'ai aussi travaillé dans des structures en Suisse alémanique qui baignaient déjà dans la donnée. Donc en fait, depuis ma formation, je travaille avec les données. Donc c'est ce qui t'a inspiré et effectivement tu diriges Calypse. Alors c'est quoi un petit peu l'histoire de cette entreprise? Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Bon, à l'origine, il y avait 3 personnes, hein, à l'origine de cette entreprise. Il y avait un très bon ami à moi d'études, études fait tard, donc il y va les ans, donc vraiment Mhm. beaucoup de délire, hein, des échanges, on se reverra dans 10 ans. C'était pas dans 10 ans, c'était dans 5, mais en fait on s'est revus après 5 ans. Puis il y a un troisième larron qui s'est joint, et puis en fait c'est même sur le nom de l'entreprise, hein, je parle d'eux maintenant, je ne les cite pas parce qu'ils sont plus là, hein. Enfin, la vie a fait que chacun a Mhm. pris sa route. Puis au fait, comment dire, très fan sur tout ce qui est mythologie. Puis on avait écrit beaucoup de noms de déesses grecques, de nymphes. C'était un soir, hein, enfin c'était un soir de discussion arrosée. Puis le lendemain, on s'est dit, on parlait avec les gens au bar, on me dit, mais de quel nom vous vous rappelez le mieux? Puis au fait, la personne au bar dit, je me rappelle de Calypso. Ah alors, on va prendre Calypse. Mais Calypso, ça existait déjà, donc on a pris Calypse. Voilà, c'est un peu venu comme ça le nom Calypse à l'origine, mais le point commun des 3 idéateurs de Calypse à l'origine, c'est qu'on était déjà les 3 orientés sur l'analyse des données. Donc chacun avec ses secteurs spécifiques. Moi, je travaillais avec une société qui s'appelait SAS, enfin, qui s'appelle toujours SAS, Software Analysis System, donc un des leaders de tout ce qui est data mining, déjà il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Mhm. Puis les 2 autres, ils travaillaient un sur Cognos et un sur Business Objects. Donc on s'est retrouvés, on s'est dit, tiens, on a des points communs. En plus qu'on s'est dit qu'on allait se retrouver dans X ans, on s'est les 3 focalisés sur l'exploitation des données. Donc ça, c'était vraiment, ça, c'était le cœur de Calypse, et puis ça l'est toujours aujourd'hui, mais avec une approche un petit peu différente. Ça l'est toujours depuis l'origine. Quelque part, c'est essayer de résoudre un problème en, en prenant les données existantes d'un client ou les données exogènes, Mhm. et puis d'arriver avec des informations pour prendre une décision. Enfin, en gros, c'est du décisionnel. Sauf qu'en 20 ans, le décisionnel a beaucoup évolué, les outils ont beaucoup évolué, et puis il y a plein de nouvelles technologies, la science de la donnée, la Mhm. puissance qui supporte la science des données, qui permet maintenant d'aller extrêmement, extrêmement rapidement, si on a les bonnes données, si on sait ce qu'on cherche. Donc vous faites du prédictif. On fait du prédictif, ouais. Et comment vous êtes arrivé à faire du prédictif dans le milieu plutôt hospitalier, dans la santé ou le médical? C'est quoi un petit peu ce qui vous a amené sur ce terrain-là? D'ailleurs, par rapport au terme prédictif, Ouais. enfin, ces jours-ci, hein, mais c'est pour un autre sujet, je me suis dit, tiens, mais pourquoi on parle de prévision et de prédiction? Mhm. En fait, les 2 termes veulent dire la même chose, donc complètement la même chose, mais on est très orienté prédictif. Mais prédictif, c'est plutôt les gens qui le disent, enfin, c'est ceux qui disent la bonne nouvelle, prédisent le futur. Alors, c'est un peu un jeu de mots entre on arrive à prédire le futur, ou ce que je dis, c'est que oui, on prédit, dans un conseil bien spécifique, on prédit les arrivées aux urgences, donc on arrive à prédire les urgences, c'est quand même quelque chose d'incroyable. En fait, c'est une prédiction, mais c'est aussi une prévision. C'est Mhm. quelque part, c'est basé sur l'historique et sur le passé, des comportements qui se reproduisent régulièrement, selon la semaine, le jour, etc. Donc, Et ça se repère, comment dire, si on parle un peu plus précisément, donc tu fais de la gestion de flux de données, dans le milieu hospitalier et dans les urgences, mhm. avec, l'idée de prédire ou de faire un prévisionnel du flux, en fait, d'arrivée, des gens accidentés. Oui. Est-ce que ça se ressemble beaucoup? Est-ce que le dimanche, il y a toujours plus de monde que le lundi? Enfin, comment vous mesurez ça? Bon, après, il n'y a pas besoin de sciences de données ou de modèles super prédictifs pour savoir que le lundi, il y a plus de monde que le vendredi. Hein. C'est un peu OK. le. En tout cas, les gens qui sont dans le métier le savent. Le lundi, c'est en général des jours intenses. Entre les gens qui attendent, et puis
Ils en peuvent plus, ils vont le lundi aux urgences. Mmh. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, il y a les lundis du mois d'août, il y a les lundis du mois de novembre, il y a les lundis d'un jour férié, il y a les lundis d'un jour nuageux. Enfin, après, il y a tout plein d'applications. Donc en fait, la combinaison de plein d'autres facteurs font qu'on va être plus précis le 1er novembre, qui est un jour férié en Valais, ou le 1er novembre à Genève, etc. Donc voilà. Donc il y a plein d'impacts. Mais nous, on se focalise sur les parcours et sur les flux. Donc effectivement, les algorithmes travaillent sur la prédiction des flux. Donc on constitue un flux, et puis avec ces séries temporelles, parce qu'un flux, il y a plusieurs actions qui se passent. Mmh. Le moment A et Z, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc on prédit toutes les différentes étapes. Donc en prédisant toutes les différentes étapes, on arrive à prédire la longueur du flux, la taille du flux, et puis les étapes. Donc on prédit le flux, on prédit les séquences. Et après, on arrive à la question, la réponse, c'est que si on arrive à prédire les flux, les séquences, on peut optimiser. Donc Mmh. le but, c'est de optimiser quelque part l'offre en fonction de la demande, ou inversement. Et quand, au niveau de l'optimisation, est-ce que tu as des chiffres à partager sur, je ne sais pas, le début du projet qui aurait commencé, il y a 4 ans et aujourd'hui où on en est? Alors la genèse du projet, au fait, il est lié intrinsèquement à notre métier, hein. Donc, on travaille avec des clients de tout secteur, Calypse. Et là, spécifiquement, c'était donc les années 2015-2017. On a accompagné un client qui est spécialisé en Suisse romande dans les soins ambulatoires. Il y a plusieurs sites de soins ambulatoires, Mmh. soins des yeux, enfin, des soins qui se font uniquement le matin, sans le soir. Et puis l'objectif initial, c'était de dire, mais j'aimerais essayer d'optimiser la prise en charge durant la journée, éviter les pics ou les retards ou les problèmes. Donc comment est-ce que j'arrive à anticiper cela pour avoir un planning journalier qui soit le plus fluide possible. Donc, en Mmh. fait, c'est là la genèse de notre projet. Et c'est aussi par ce projet-là qu'on a déposé un projet au Suisse. Donc on s'est concentré sur ça. Comment est-ce qu'on arrive à optimiser le soin ambulatoire, les opérations ambulatoires. Et puis, donc en fait, c'est facile, hein, le soin ambulatoire, c'est exactement ce que j'ai décrit avant, hein. Mmh. C'est un parcours, un flux, des séries temporelles. Donc le patient arrive, 8h05, il est réceptionné, et après toutes sortes de choses qui se font, 8h10, il y a ça, puis jusqu'à la sortie. Il y a plein d'acteurs, c'est une chaîne de production, si je Mmh. peux dire. Sauf que là, c'est pas qu'une machine, il y a beaucoup d'humains, beaucoup de ressentis. Et en mélangeant tout cela, ça fait qu'il y a des retards, il y a des problèmes. Enfin, on a découvert au fait que toute cette chaîne peut être prédite et optimisée. On ne peut pas la faire comme dans une centre de production, une chaîne de production, parce que les robots, ils ne se vexent pas. Mmh. Il y a beaucoup d'humains. Donc en fait, l'optimisation, elle prend aussi en compte les spécificités de chacun, des chirurgiens, des couples chirurgiens, anesthésistes, Mmh. des plateaux techniques. Enfin, ça devient un peu plus complexe. En fait, à la fin, ce n'est pas un modèle optimisé à outrance, mais c'est optimisé pour l'équipe en question, pour l'opération en question, pour le patient en question, soit le plus fluide possible. Peut-être ça va durer plus longtemps, mais au moins c'est fluide, on évite des problèmes. Donc tu as dû comment dire? C'est presque pas chiffrable, de voir le gain d'optimisation ou de productivité, c'est En fait, après on n'a pas appliqué parce on est parti sur autre chose, mais au fait, on s'était rendu compte qu'on pouvait faire du surbooking. OK. Enfin, exactement comme ça se fait ailleurs, hein. Le concept de surbooking est connu. En tenant compte que, par exemple, un jour T, un mardi, il y a, je ne sais pas, 15 opérations de l'œil, par exemple. Et puis on sait que statistiquement, enfin, de nos modèles, on prédit des no-shows. Voilà, sur les 15, il y en a 2 ou 3 qui ne vont pas venir. Mmh. Donc en fait, on en planifie 18. En ayant toutes les options, si jamais tous les Ouais. 18 viennent, on peut optimiser. En ayant à chaque fois des temps de buffer entre une opération et l'autre, ça peut se faire en parallèle. Donc de ce point de vue-là, on peut l'optimiser. On peut aussi décider, en sachant des no-shows, de faire des relances. Enfin, c'est ce qui se fait, hein. On reçoit des SMS pour les rendez-vous pour éviter, mais des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Mmh. Donc là, on a déjà un premier retour. On arrive à vraiment optimiser au maximum l'utilisation de la capacité d'une infrastructure. Et quels sont les types de technologies que vous utilisez, pour gérer ces données? Donc on travaille justement sur les séries temporelles. Ouais. Donc on applique des modèles qui sont des transformers. Enfin, c'est une technologie Google. Donc
ce qu'il y a de bien dans cette technologie, ben, c'est des modèles de sciences de données, hein, donc d'apprentissage profond. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que la première chose à faire, c'est qu'on doit créer cette série temporelle. Ok. Ces algorithmes-là, ils sont extrêmement, très forts pour interpréter ces séries temporelles et qui sont aussi très, comment dire, malléables. On peut ingérer d'autres paramètres. On peut vraiment faire étape par étape. Donc, ingérer une première série et rajouter un paramètre, par exemple, sur le lieu, sur l'équipe, enfin, on parle de médecins, sur les hommes qui s'occupent du flux. Après, on peut rajouter des paramètres exogènes, la localité, les accès, les transports, la météo. Enfin, voilà. C'est vraiment toujours itératif. Puis le modèle, il s'améliore. Et en plus, il est aussi interprétable. Donc, on peut expliquer quel est le facteur le plus influent par rapport à un autre. Donc, ça, c'est vraiment c'est la base. Donc, avec ces algorithmes-là, on prédit le parcours, comme j'ai dit, et les différentes séquences. Et ensuite, pour aller vous connecter aux données des hôpitaux, des cliniques ou toute autre source, ça sont des API que vous développez pour aller alimenter ce modèle Alors ça, c'est de base. le grand débat, on pourrait parler toute la C'est journée de vrai? ça. Bah allons-y. Quels sont les défis? Non, au fait, quelque part, je reviens de nouveau à la jeunesse de Calypse, c'est un peu notre cœur de métier. Donc, pas craquer, mais essayer d'accéder à toutes sortes de données, pas qu'une fois, mais régulièrement et de façon constante et précise. Donc, alors des fois, c'est pas facile, des fois, il y a des obstacles, des fois, on doit négocier avec des intermédiaires. En sens général, hein. Après, si on se focalise sur les hôpitaux, l'avantage de l'hôpital, c'est que, enfin, en tout cas des établissements de soins, c'est qu'ils ont des contraintes légales. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont suivies, contrôlées, pour qu'on puisse facturer, et puis qu'on puisse être remboursé et se comparer. Donc, il y a déjà beaucoup d'éléments qui existent. Beaucoup de ces informations sont en silo, donc on va de toute façon aller y accéder. Mais il y a des standards, il y a des standards d'interopérabilité. Pas tout le monde est au même niveau de standard. Enfin, les standards doivent être respectés par les éditeurs logiciels qui fournissent ces établissements. Donc on a des discussions soit avec les établissements, enfin nos clients, ou leurs fournisseurs de logiciels de tout type. Mais j'y arrive. Donc dans tout ce pan de comment dire de sujet de l'interopérabilité, c'est la clé. En tout cas, c'est une des clés pour accéder à la donnée. Parce que inversement, ça peut être aussi le premier frein. Qui n'est pas que dans le secteur hospitalier, hein, il y a aussi ailleurs. C'est comme les gens disent oui, on a énormément de données, mais oui, mais si on n'est pas capable de les exploiter, voilà, si vous avez une montagne remplie d'or, mais si vous avez juste une pioche, bonne chance. Il faut avoir des outils. D'ailleurs, on a une anecdote. Voilà, il y a un administrateur d'un établissement qu'on a discuté, mais il y a longtemps, il y a quelques années arrière, il me disait, mais au fait, vous êtes comme ces empires coloniaux qui débarquent en Afrique, puis vous venez exploiter nos gisements. Donc ce serait vous qui devrez payer nos gisements. Nous, on vient pour vous aider, hein, on vient pour essayer d'améliorer, de travailler avec vous. Donc, on est obligé d'aller dans vos données, essayer d'exploiter quelque chose, donc on ne va pas devoir les payer. Enfin, on a eu cette discussion un peu. Donc, à un moment donné, j'avais cette image de Tintin avec le chapeau. Enfin, je rigole, mais en tout cas, le vrai colonialiste voilà, européen. Ça t'a marqué, ouais. Ça m'a marqué. Donc voilà, j'arrive sur l'analogie de la montagne ou de la région. On a une région, donc plusieurs bases de données. À l'intérieur, il y a des diamants ou de l'or. Et si on ne sait pas où commencer, puis on n'a pas les outils, on peut chercher une vie entière, on ne trouvera jamais rien. Donc en fait, c'est un peu par ce rôle-là qu'on arrive des fois dans... Vous êtes les vendeurs de pelles et de... Alors entre-temps, les pelles se sont transformées. Donc, alors, avec comment dire, l'évolution des technologies, il y a des pelles électroniques. Ouais. Donc maintenant, ça c'est un autre dilemme. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que vu que la technologie est accessible, ils peuvent eux-mêmes l'utiliser. Bah justement, je voulais te parler de la hype de l'IA, de l'intelligence artificielle, un petit peu de savoir quel était ton ressenti. Puis ça me fait penser à ça parce que finalement, les modèles de traitement du langage sont arrivés aux mains du grand public avec notamment ChatGPT. Quelle est un peu ta compréhension de ce qui se passe? Et puis, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose, justement? Est-ce que ça va impacter ton domaine d'activité, l'accélérer ou le rendre encore plus puissant ou pas? De toute façon, c'est une bonne chose, hein. Enfin, parce qu'on en parle, j'espère plus positivement que négativement.
Parce que si je reviens un petit peu à notre genèse, notre projet, donc nous on s'est retrouvés en 2019, c'est là qu'on a eu cet échange avec un chef de tribu africaine et puis nous, Ok. colonisateurs, en 2019. Donc là, quelque part, on était avant le Covid et avant tout ce qui se passe maintenant, donc on était encore plus vus comme des ovnis. Donc, de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est positif, mis à part le Covid, ce qui est Mhm. mis en exergue certains problèmes du système de santé. Bon, il se trouve qu'on travaille dans ce secteur-là, donc c'est bien pour nous. Et avec l'avènement de ces derniers 6 mois sur ChatGPT, c'est clair que finalement, il y a aussi quelque chose qui vient au jour. Les gens, en tout cas une majeure partie de personnes, plus qu'avant, comprennent l'utilité de l'IA. Et j'espère, ne voient pas que l'IA comme le gros monstre qui va nous manger et qui va devenir comme Terminator. Donc, l'avantage, même ça, c'était déjà le cas il y a 5 ans, 10 ans, c'est que l'IA doit nous aider dans nos tâches quotidiennes, à nous enlever les tâches rébaratives, en tout cas d'aller plus vite, de faire le fameux 80-20. Mais le 20, c'est toujours l'humain qui va le faire, hein. En tout cas, pendant longtemps. Enfin, en tout cas, peut-être ça va évoluer, mais je crois pas que ça va changer autant rapidement. Donc, Quel est le plus gros défi quand on veut quand on veut faire des projets d'optimisation, de prédiction, de prévision avec l'intelligence artificielle? Une entreprise, c'est quoi son plus gros défi? Est-ce que c'est encore avoir de la donnée, récolter de la donnée et la gérer? ouais, c'est une bonne question. Ouais. Non, le gros défi, euh, le gros défi, c'est que, enfin, quelque part, il faut avoir le courage de faire le projet en n'étant pas sûr qu'on a un résultat à la fin. Mm. Mais après, c'est comme dans les voyages. Des fois, c'est pas la destination, l'expérience, c'est le voyage. Mhm. Moi, je dis toujours, dans n'importe quel projet, qu'à la fin, on essaye de prédire. Durant le projet, on va apprendre des choses, on va changer des choses, on va améliorer des choses. Mais sauf que c'est assez pragmatique, hein, quelque part. Je comprends, hein, un chef d'entreprise, je veux payer tant, je veux avoir tant de résultats, je veux avoir tant de retours sur investissement. Mm. Et voilà, le problème qu'on a, c'est que souvent, il faut, encore une fois, les 80-20. Hein. Vu que les modèles d'IA, surtout si c'est des modèles en guillemets, personnalisés, basés sur une typologie spécifique pour une PME, donc, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, donc ça prend 3 à 6 mois. Et puis, on aura des résultats intermédiaires mais qui ne seront pas tout de suite utilisables. Donc, il y a un certain investissement à faire. Donc, du coup, avec les périodes qu'on vit, peut-être que de partir dans des investissements qui coûtent quand même plusieurs dizaines de Mm. milliers de francs, c'est pas si simple. Donc, en fait, on est souvent confronté à ce genre de discussion. Donc, on est ouvert à faire des risques, de prendre des risques parce que ça nous passionne, mais on ne peut pas non plus faire ça tout le temps. Mm. Même que l'envie y est, parce qu'on sait, mais là, c'est vraiment, on sait pertinemment qu'à la fin, on aura un résultat. Après, peut-être pas celui qu'on a escompté, mais il y aura un résultat. Parce que ça va chambouler l'organisation d'une entreprise. Parce que la première Peut-être chose qu'on fait, c'est qu'on comprendre. Ouais. prend un miroir. Mhm. Donc, le miroir, il y a 2 façons de réagir, hein. Soit on dit que le miroir n'est pas juste, Mhm. soit on commence à se regarder et puis dire comment est-ce que je peux améliorer cette partie-là ou l'accepter. Mm. Voilà, en fait, la première chose que l'on fait dans tout projet, mais même pas dans des projets qui vont jusqu'au prédictif, hein, les données, au fait, sont le reflet de nos activités. Donc, c'est encore une façon. Si les résultats qui ressortent de l'analyse de données sont faux, il y a toujours 2 solutions. C'est soit les mesures, les calculs, tout ce qu'on a mis en place, les règles sont fausses, ou elles ne reflètent pas la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des biais, enfin, il y a des comportements différents, ou les données ne sont pas saisies correctement. Il y a toute une discussion par rapport à cela. Est-ce que la donnée structurée et enfin, je vais Non structuré. comment? Non structuré ou structuré? Ouais, en fait, non, le fond de ma question, c'est, je ne sais pas si j'ai entendu que les nouveaux LLM appréciaient aussi la donnée non structurée, enfin, arrivaient à fonctionner. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on entre dans une ère où la donnée doit être de moins en moins structurée, ou est-ce que c'est assez faux de dire ça et on doit toujours faire tout ce travail de structuration de données? Ben, les données non structurées,
elles sont partout. Donc en fait, ça a une utilité de rapidement y accéder et puis essayer de comprendre leur substance. Mais si on est du côté, quelque part, entreprise, il y a énormément de données structurées, mais qui sont pas liées entre elles. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Donc, au fait, l'idéal, c'est d'utiliser les deux. Après, c'est plus tentant et facile d'utiliser des données non structurées parce qu'il y a déjà des outils qui le font, mais ils sont décolérés Mm. de la réalité de l'entreprise, qui a des données depuis de nombreuses années, structurées, complètes, incomplètes, mais qui ne sont pas toujours en lien. Donc, au fait, l'idéal, ça serait de faire les deux, hein, mais il faut le faire une chose après l'autre. Donc, je dis, c'est plus facile de faire un parce que c'est hype, on a tout de suite un résultat. Mais la première partie, de travailler sur ses propres données structurées, ça prend plus de temps, mais voilà, ça fait partie, comme de l'amélioration d'un département RH interne ou de mise en place d'une structure de finance interne. Enfin, c'est vraiment un projet à moyen long terme dans l'entreprise de travailler sur ces données et de travailler sur l'analytique. Si je comprends bien, pour revenir à l'intelligence artificielle générative, pour toi, c'est positif parce qu'il y a une meilleure compréhension auprès du grand public et aussi des chefs d'entreprise. Mais est-ce que ça a aussi un impact sur l'accessibilité à ces technologies? Est-ce que les coûts sont les mêmes? Est-ce que on parle d'autre chose finalement? Enfin, pour toi, c'est quoi l'impact de l'IA générative aujourd'hui sur ton cœur de métier et pour les entreprises tu gères de la data depuis toujours et tu les fais parler, tu en fais quelque chose. Quel est l'impact? En fait, mis à part ces effets de bord où des gens suivent le hype, ils font des petits projets internes pour résoudre leurs propres problèmes ou limités à leur département, c'est pas vraiment quelque chose qui nous impacte. Ok. Parce que nous, on est vraiment sur toute une dynamique de mettre en place une méthodologie sur les données du client, sur les méthodes du client pour atteindre un but enfin, que ça puisse être pérenne dans la durée. Ces technologies, elles évoluent constamment. Donc, il y aura un moment donné, dans 12 mois peut-être, ou avant, où ça va converger. Il y a certains acteurs principaux qui vont émerger, qui vont devenir des sortes de boîtes à outils pour faciliter l'accès à ces technologies. Mais ça ne va quand même pas empêcher qu'on doit savoir ce que l'on fait avec les données. Le problème de ces technologies, c'est que il y a les aspects liés aux données. C'est que on veut bien, c'est bien. Enfin, il y a quelque part une déclaration de ChatGPT qui ne vont pas utiliser nos données pour d'autres fins que des fins internes d'amélioration, mais voilà, on ne sait pas. Après, ça dépend de ce que l'on décide de faire. Enfin, la personne qui utilise ces données, c'est quand même elle responsable, donc c'est le garant de l'utilisation des données. Donc, il y a le cas où il y avait Helvetia qui a intégré ça dans son chatbot. Ben, elle recommande à ses clients de ne pas communiquer des informations confidentielles. Ok, c'est excellent parce qu'il y a vraiment un échange beaucoup plus humain en termes de chatbot, mais si on se réfère à un chatbot avec pas Helvetia, Elzana, ben, on doit quand même partager des informations confidentielles. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne joue pas dans ce modèle. Idéalement, on devrait avoir un acteur plus proche de nos latitudes, qui utilise des pratiques peut-être plus Europe de l'Ouest que libérales outre-Atlantique, mais ça c'est un autre débat. Mais est-ce que tu penses que, typiquement, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Microsoft? Microsoft intègre maintenant des outils qui ont été développés par l'entreprise OpenAI, donc, qui a proposé ChatGPT. Finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec Microsoft et ces outils vont être intégrés dans les logiciels qu'ils utilisent déjà. Donc, est-ce que finalement cette protection des données va pas simplement se faire du fait qu'on utilise déjà des outils provenant d'un pays plutôt libéral et qui est plutôt cool avec la donnée? C'est difficile, hein, Ouais. parce qu'au fait, c'est extrêmement tentant. Enfin, nous aussi, on utilise Microsoft. Les outils ils sont quand même orientés grand public, avec vraiment un système équipé de... On devient addict quelque part, parce que tout est facile. Ben, la contrepartie, bon, on l'a vu, la contrepartie, c'est que les données sont utilisées pour d'autres fins. Maintenant, avec les réglementations européennes, ça a été limité. Enfin, les données sont en Europe, mais on reste quand même lié à ces outils, puis ça devient pratiquement impossible de devoir changer. Donc, effectivement, on va converger dans des choix vraiment de plateforme.
tout Microsoft, donc tout. Donc on arrive à ce que je disais avant, au lieu d'arriver à des structures d'entreprise qui ont plusieurs silos avec des logiciels spécifiques, on utilise toute la plateforme Microsoft qui, elle, va tout converger. Et puis qu'après, va nous mettre à disposition ces outils. Ouais, bon, après, à la fin, c'est quand même un choix financier. Donc, en fait, le marché va aller dans ce sens-là, parce que ça va de toute façon coûter moins cher. Est-ce que tu penses que, de ton point de vue, on devrait donc diversifier en fait et fonctionner par silos, si je comprends bien, dans les entreprises? Mais c'est vrai que l'interconnexion, c'est encore un Là, souci en c'est le nœud. utilisant plusieurs Idéalement, c'est fournisseurs. d'essayer de prendre le meilleur de chaque technologie, chaque domaine, en ayant vraiment la maîtrise de ses propres données. Donc d'arriver sur ce fameux socle interopérabilité, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, puis que ce socle-là, donc la maîtrise, tout converge à cet endroit-là, donc c'est sous gestion, sous maîtrise du propriétaire, entreprise, etc. Et après, on choisit quelle technologie utiliser en ayant toujours la main sur l'ensemble des données qui sont appareillées. Ce qui permet aussi d'évoluer gentiment dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout changer. Et puis, on change à chaque fois un bloc, mais le socle principal reste le même. Donc, la logique entreprise d'être dans le socle. Puis, dans 2 ans, 3 ans, il y a autre chose qui sort. Bah, tiens, je décide de changer cette brique. C'est une autre option. C'est pas la même chose. Mais par contre, on garde un savoir. On a peut-être à avoir des équipes en interne. Enfin, c'est toute une autre stratégie. C'est vraiment gauche-droite comme stratégie. Mais à long terme, moi, je suis quand même convaincu qu'elle donne plus de flexibilité. Parce qu'on voit les clients, les entreprises qui sont sur SAP, elles payent 3 fois avant de le choisir, quand ils le choisissent, puis quand ils décident de partir. C'est bien résumé. Est-ce qu'il y aurait une technologie dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est en plein, enfin qui apporte, comment dire, qu'on devrait suivre de près? Bah, de toute façon, il n'y a rien de nouveau, c'est le buzz de ChatGPT, mais ce n'est pas ChatGPT. Moi, c'est l'exploitation de l'API de ChatGPT, donc de tout ce qui se greffe par-dessus. Ok, tu peux expliquer Il y a plein ce que c'est, comme si j'avais 5 ans, par En fait, faire une exemple. interface, au lieu de parler directement à la bête, D'accord. on a des interfaces qui facilitent notre échange. Enfin, on le voit maintenant, il y a beaucoup, ces derniers mois, tout le monde devient expert en prompt. Oui. Parce que, il y a des langages spécifiques, des cadres. Mais il y a plein de petites interfaces, de petits outils spécifiques qui vont nous aider à faire cela. Donc, en fait, encore aujourd'hui, j'ai découvert comme ça. Il y a une application qui s'appelle Love AI, qu'elle a été créée par la fondatrice de Tinder et puis quelqu'un dans l'IA, pour justement faciliter les gens dans la tech, Stanford, pour faire du dating sur Internet, mais C'est assisté. c'est assisté. Ok. En fait, il exploite le moteur BART ou ChatGPT, mais il y a une interface. Donc lui, il utilise l'API. Puis on peut l'utiliser pour plein d'autres secteurs. Ah, d'accord, j'ai compris Donc, Oui, oui, donc en ok, fait, ok, ok, je comprends. en tant Ouais. qu'entreprise, on pourrait même imaginer qu'on crée un service pour nos clients qui est brandé notre entreprise, mais qui utilise la force de ChatGPT, comme l'exemple avant que je disais par rapport à Helvetia qui fait un chatbot. C'est un choix, mais je trouve que là, on peut vraiment très rapidement mettre à disposition des technologies de sciences de la donnée au grand public, sans devoir faire des énormes investissements. C'est très, très spécifique. Mais bon, on doit se reposer sur un socle. Ce fameux socle. Ce fameux socle. Quel est un peu ton quotidien, Tony? Quels sont un peu les défis que tu as avec les entreprises, avec tes projets, avec la vision que tu veux, où tu veux emmener Calypse? Ouais, ça, c'est une bataille. Tous les matins, je me réveille devant l'Everest. Cette montagne, elle bouge pas. Là. J'ai l'impression que le sommet, on n'y arrive jamais. Elles font pas. Ou peut-être que j'y suis déjà arrivé plusieurs fois, mais qu'il y en a un autre, il se rajoute. Non, mais au fait, on est un peu comme des évangélistes, quelque part. On doit beaucoup expliquer, beaucoup convaincre, parce qu'il y a entre les non-dits, les méconnaissances, les peurs, ou j'en sais rien quoi. Le fameux exemple du chef de tribu africaine. En fait, il y en a partout. Et
C'est pas le pire, parce que enfin, peut-être là on peut en discuter, et puis avec le temps on comprend les avantages. Des fois c'est même pire, c'est des gens qui utilisent des algorithmes, ils font du Python, mais ah mais moi j'ai déjà réussi à faire ça. Oui, mais une fois. Le défi de l'industriel, c'est de fournir une solution qui répond à un problème, utilisant la science des données, mais qui fonctionne tous les jours. Mhm. Puis il y a tout un défi de accès aux données, régulièrement, la donnée qui soit contrôlée, enfin, le fameux socle. Et puis le défi qu'on a, c'est de discuter avec ces gens, enfin chef d'entreprise ou manager, c'est essayer de les convaincre à peut-être faire un pas, oser prendre ce risque que je disais avant de, ben oui, pour voir, il faut, en guillemets, oser. Mm. Parce que sinon, ben, on n'aura pas le résultat. Donc je suis toujours en train d'essayer d'amener l'innovation, ou d'essayer de faire bouger un petit peu, après pas mes interlocuteurs. Donc ça, c'est mon défi, donc c'est ma montagne. Tu gravites gentiment. Bah, c'est un pas après autre, hein. Après, Ouais. des fois on glisse. Mais des fois on glisse parce qu'on n'a peut-être pas pris le bon chemin. Mm. Donc des fois il faut se laisser glisser. Puis tu fais un rétex, je crois. Voilà. Et en fait, de toute façon, il faut répéter plusieurs fois avec d'autres mots. Puis en fait, il faut aussi prendre les mots de l'interlocuteur, comme tu disais avant, là, de parler avec un enfant de 6 ans. Mhm. Et enfin, qui peut plus, peut moins, mais c'est pas Mm. facile. De, la 6 mots, c'est compliqué. Mais en théorie, si on connaît bien son secteur, on arrive à le condenser. On devrait, en principe. Quels sont justement les autres secteurs d'activité que vous touchez aujourd'hui avec Calypse? Bah, historiquement, on travaille aussi avec des banques, des Mhm. assurances, des organismes, enfin, des administrations, des petites PME, des producteurs de biais, tous ces transports, enfin, toute une panoplie de clients avec l'objectif commun de tous ces gens-là, c'est ils veulent quelque part améliorer quelque chose, améliorer un service ou comprendre ce qui se passe dans leur service ou dans leur offre, dans leurs prestations, dans leurs clients. Mais des projets que l'on fait ou qu'on a essayé de reproduire, donc sont basés sur l'expérience des parcours et des flux dans les hôpitaux, c'est de dire, vu qu'on est spécialisé sur les flux, on peut appliquer le même principe sur d'autres flux. Mhm. Par exemple, des flux en vallée, enfin, en montagne. On dit, bah, tiens, on peut se concentrer sur une station touristique et essayer de comprendre le flux de tous les visiteurs, les touristes sur une telle station. Donc par où ils arrivent, par quel moment, par quel biais, qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur séjour, à quel endroit ils vont skier, manger, dormir. Donc en fait, ce papier, c'est possible. Après, concrètement, il faut connecter beaucoup de sources de données, certaines très complètes et d'autres pas assez. Mais en finalité, on arrivera à le faire. On a fait quelques modèles prototypes, on voit que ça fonctionne. La même analogie, qui est pas une station de ski, mais un centre de loisirs, pas en montagne, mais en plaine, donc, comme Europa Park, enfin, en tout cas un centre de loisirs où à un endroit on arrive et puis qu'il y a plusieurs Mhm. expériences. Là aussi, le défi, c'est toujours le même, hein, le défi, c'est de comment est-ce que je peux optimiser mon offre en fonction de la demande que je n'arrive pas toujours à prédire. Donc là aussi, on arrive à le faire. Mais le défi, c'est de nouveau le même. À part de convaincre le management, la gestion, on peut établir ce genre de modèle. Pour pouvoir l'établir, il faut qu'on traduise notre façon de travailler, Mhm. puis que ça se retrouve dans les données. Donc on peut le faire dans les centres de loisirs, enfin, les stations touristiques. On peut imaginer un groupe de restaurants, dans l'hôtellerie. On avait fait un exemple sur une école. Une autre école, c'est la même chose, parcours, passion. Parcours, là, c'est le parcours de l'étudiant. Mhm. Il rentre avec plusieurs étapes. Donc, c'est l'objectif qu'on s'était posé, c'est est-ce qu'on arrive à prédire s'il va avoir un échec ou un succès. À quel moment il va avoir un problème. Mais là aussi, la même chose. On arrive à le modéliser et puis à dire, après le 3e trimestre, il y aura un problème parce que l'étudiant, ça dépend où est-ce qu'il habite, son ethnie, son background. Ouais, qu'on arrive. Après, il faut oser aller plus loin. Là, Mhm. on parle de modèles, de projets pilotes quelque part. Après, pour aller plus loin, il faut l'industrialiser, l'accès aux données, il faut régler tout le problème de confidentialité, d'utilisation de données, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est la finalité. Donc il n'y a pratiquement pas de limite.
Mmh. Mais on va toujours procéder de la même chose, au fait. On va déjà essayer de comprendre. OK, est-ce qu'il y a un parcours, un flux qu'on peut identifier? OK. Est-ce qu'on a des données qui reflètent ce flux, ce parcours? OK. Alors, on peut faire un essai, démontrer que ça marche. Puis une fois qu'on a démontré que ça marche, on va discuter de, OK, alors si on veut l'implémenter, voilà les coûts, parce qu'une chose c'est démontrer, une chose c'est le fameux 80-20, encore une fois. Il faut que ça fonctionne, puis que s'il y a un problème, ça se corrige tout seul, puis que la prédiction qui serait donnée à la fin, elle soit correcte, enfin correcte, en tout cas elle soit utilisable, puis que si c'est pas correct, pourquoi, il faut la comprendre, donc il faut le maintenir, donc c'est tout Mmh. un travail. Mais c'est tout à fait faisable. Donc l'exemple que je donnais avant par rapport au restaurant, un restaurant qui a une terrasse, ben, ça change du tac au tac, hein. Il y a un nuage qui passe, il fait mauvais, il n'y a plus personne. Et inversement. Vu qu'on a les éléments météo, on guillemets, autour du restaurant, on arrive à modéliser. Le but final, c'est de dire, OK, il va y avoir le double de clients de telle heure à telle heure. Donc, il faut qu'on puisse s'organiser. Donc, on peut peut-être faire appel à un auxiliaire. Puis même plus loin, si on a accès au ticket, enfin, Mmh. si on s'était aussi intéressé à cela, on peut même prédire la note sur le ticket, selon les modèles. On revient toujours aux séries temporelles. Si on est en mesure, au niveau de la caisse, enfin je parle d'un restaurant, mais peut-être autre chose, hein, on arrive à dire, voilà, la personne est arrivée, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a commandé ça, ça. Tout ça regroupé, on arrive à modéliser beaucoup de choses. Mais il n'y a pas besoin d'avoir énormément de données non plus, hein. C'est plus des big data. Oui, c'est des big data en termes de types de données différents, mais ce n'est pas un volume. Et je crois que j'avais lu que Uber, ils arrivaient à prédire, ou à savoir, l'état de santé d'une personne juste en fonction de ses trajets. Heu, voilà, avec la famille, dans tel restaurant, dans tel enfin, chez tel médecin ou autre. Ouais. Ah oui, l'avantage, c'est que c'est la loi des grands nombres, donc c'est vraiment. Ouais. Ça, c'est. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec les données, c'est vrai. Est-ce que vous travaillez sur des données, complètement anonymisées? Alors, ça, c'est une grande question, parce que si c'est complètement anonymisé, ça dépend de ce qu'on analyse. Mmh. Mais c'est tout un grand débat, hein. Si c'est trop anonymisé, on arrive à prédire des groupes, Mmh. des lots, mais c'est pas toujours utile. L'objectif, c'est plutôt d'aller sur le micro, donc vraiment chaque flux, chaque étape, on doit la OK. savoir, on doit la lier. En fait, on est obligé d'avoir l'information détaillée pour après décider de l'agréger ou de la regrouper, mais c'est mieux d'avoir le détail. Là, j'y reviens. Donc c'est pour ça qu'on travaille au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, pour ça qu'il y a un coût supplémentaire. C'est tout un débat, parce qu'en fait, l'idéal serait de travailler sur une donnée micro Mmh. non anonymisée pour qu'on puisse vraiment tracer en précision le flux, pour qu'après ça puisse retranscrire, retourner l'information adéquate. Mais pour faire cela, on doit extraire, le faire tourner sur un serveur externe. Donc, en fait, nous, l'approche qu'on a fait, c'est l'inverse. Du coup, ça va restreindre le nombre de cibles et de clients qui peuvent le faire, mais le faire chez eux, parce qu'en termes de GDPR ou de RGPD et LPD, c'est que c'est dans leur enceinte, donc ils sont responsables de leurs données, donc on agit comme sous-traitant. Mmh. Donc là, on utilise des données pseudonymisées. Donc, au lieu d'avoir le nom, prénom, on a un identifiant, parce que nous, on a besoin de lier toutes les étapes du flux. Mais bon, pseudonymiser, ça veut dire que à l'interne du projet de l'entreprise, la personne qui peut lier ça avec le système interne peut savoir qui c'est. Mais bon, si c'est pour des fins internes d'amélioration du service, Mmh. ça fait partie, c'est logique. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui le font. Est-ce que c'est un poids pour les entreprises? Est-ce qu'elles sont stressées ou, anxieuses par rapport à justement la loi sur la protection des données, sur, tout ce système qu'il faut mettre en place, par rapport à des voisins, par exemple, qui auraient moins de contraintes? Comment elles vivent ça? Ou elles sont même plutôt, peut-être certaines, soulagées, en fait, d'avoir un cadre juridique qui leur permet de. Ça dépend les gens, les cas, hein. Moi, ce que je vois, c'est souvent un peu comme des listes qu'on doit cocher, puis on a répondu à toutes ces exigences, et puis c'est bon, on est rempli, on est conforme. Mmh. Après, tout ne fonctionne pas correctement, tout doit être mis en place, il faut un peu de temps, mais il y a la partie en guillemets administrative, processus,
ça peut être mis en place, mais des fois, il y a des choses, elles sont liées au logiciel, donc c'est le logiciel lui-même qui doit pouvoir fournir les informations. Mhm. Si on doit être en tout temps, être capable de dire qui a accédé à quelle information, à quel moment, et puis de pouvoir effacer, puis de garantir que effacer, c'est pas toujours facile, Mhm. parce qu'il y a des maturités digitales différentes. Donc, en termes de gestion administrative de processus, oui, enfin, on est conforme. Puis après, dans les cas un peu plus détaillés, peut-être qu'on n'y arrive pas toujours. Enfin, je ne les sens pas si stressés que quoi. C'est Ok. comme une contrainte de plus, ça fait déjà quand même un certain temps qu'on en parle, donc ils ont pratiquement toutes pris leur démarche. Si ce n'est pas les clients eux-mêmes, c'est leur partenaire ou prestataire, ou leur... Donc, ouais, enfin, ça va dans la bonne direction. Mais c'est pas... voilà. La page est tournée, et puis et le Ok. jour où il y aura un problème, où il y aura une fuite, et on va Oui, ça c'est un autre sujet sur lequel je voulais aussi t'emmener, qui est la cybersécurité. J'imagine que vous faites très attention à ça, et surtout dans le milieu de la santé. Euh, Comment est-ce que tu vois les choses? Comment on se protège? Comment on met En en place fait, des cellules de crise bon, déjà, chacun son métier, chacun ses Mhm. spécialités, hein, donc ICT, donc vraiment là, c'est hyper important. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des failles ou des problèmes de fuite de données, c'est que le serveur était sous la table, enfin presque, j'exagère, mais ou s'il n'était pas sous la table, il était géré par des structures ou des environnements, enfin des systèmes qui n'étaient pas à jour, plus à jour. Donc c'est ça le grand problème, c'est que on a eu souvent des discussions avec des clients ou des gens qui disent non, mais moi je préfère savoir avec qui je travaille, où c'est. Oui, mais on n'arrive plus à suivre, ça va tellement vite Mm. qu'au fait, c'est pas possible. Quoi. Dire, il y a des clients qui avaient encore à l'époque des serveurs SharePoint pour les emails. Maintenant, c'est inimaginable, il y a des mises à jour tout le temps. Donc maintenant, on ne s'en rend même plus compte. Donc, je ne dis pas que je prône pour ces grands data centers, parce qu'après, il y a un autre débat. Hein. Mhm. D'ailleurs, la Confédération Suisse-Com, enfin, il y a plein de choses. On n'arrive pas à le faire Ouais. ici en Suisse. Mais en fait, c'est un peu la conséquence. C'est que si on veut être mieux protégé, il faut le faire avec des gens qui font que ça. Ou en tout cas, essayer d'y mettre le plus de strates possible spécialisées. Mais de le faire à l'ancienne, avec le prestataire de la région, ça dépend. Si on n'a pas des données sensibles, c'est faisable, mais ça devient compliqué. Hein. J'ai vu des centres médicaux qui avaient leur data center au sous-sol du bâtiment, dans un garage. Parfait, hein, c'était vraiment fait de façon excellente, mais c'est quand même dans le garage. Mhm. Des fois, c'est pas la faille qu'on pense. C'est pas la brique qu'on choisit Voilà. dans l'entreprise. Mais après, c'est un coût, c'est un choix, Ouais. et puis après, il y a aussi dans nos débats, c'est que c'est quand même, ça coûte cher. Enfin, je trouve que, enfin, nous, on est actif en Suisse, puis aussi à l'étranger, il y a quand même certains coûts. Je ne sais pas s'ils sont justifiés ou pas, mais je trouve qu'il y a vraiment une énorme différence de prix d'un hébergeur X, Y, qui sont en Suisse, romande, alémanique ou à l'étranger. Mhm. Mais c'est incroyable la différence de prix. Enfin, nous, on est des exploitants, enfin, on utilise des puissances machines, on veut bénéficier d'un service. Et puis, des fois, pour un service similaire, le prix est du kit au double, donc même triple. Donc, je comprends pas. Mm. Après, mais ça, c'est un autre défi hein, que font face les PME. Hein. Il y a tellement de défis à faire, mais lequel je prends en premier? Si j'investis sur un méga bunker sécuritaire, parce que pour une raison XY, je suis contre tout ce qui est outre-Atlantique, donc ça limite beaucoup les choses, mais je veux quand même avoir quelque chose d'un peu plus, comment dire, au goût du jour, donc je ne vais pas essayer d'avoir le prestataire local. Donc, du coup, les Mhm. options se limitent, puis du coup, les prix sont différents. Donc, Tu parlais de maturité digitale des entreprises. Comment est-ce que tu vois un peu dans les grandes lignes hein, la maturité des PME suisses face à la digitalisation? c'est en train d'évoluer. Ouais. C'est en train d'évoluer. Donc, j'aurais dû dire autre chose il y a quelques années, mais là, c'est en train d'évoluer. Mais enfin, encore une fois, c'est difficile hein, dans un contexte économique qui est complexe. On ne peut pas du jour au lendemain tout révolutionner. Mm. En fait, les choses se font brique après brique. Après, c'est pas forcément dans le bon ordre, mais bon, au moins ça évolue. Mais plus que la maturité digitale, c'est aussi la maturité
des gens, des personnes. Donc je vois, c'est pas, hein, c'est juste une constatation, hein, je vois que les entreprises qui ont du management de différentes tranches d'âge, même des mélanges, sont plus ouvertes ou plus avancées en termes de maths digital. Mhm. Parce que voilà, cette réflexion entre le jeune fougueux et l'ancien expérimenté, ça fait un mélange. Puis en fait, le bon sens fait avancer. Puis des fois, certaines entreprises est bien établies, disent non, non, moi je maîtrise, je sais tout, pas besoin. On fait vraiment ce qui est urgent, ce qui est important. Donc tout ce qui est légal. En fait, c'est juste une couche de peinture, on fait des coches, mais rien ne change. Parce qu'en fait, les investissements sont majeurs. Puis plus on attend, plus ça devient compliqué à changer. Et puis au fait, je le vois dans des projets qu'on a mis en place, c'est que souvent on rencontre des clients sur l'arc de 5 ans, hein, plusieurs fois. Et on va, ah ouais, non mais nous on a tout. On va le faire nous-mêmes. Dans 2 ans, oui, on va le faire nous-mêmes, mais on va refaire parce que la personne qui le faisait n'est plus là. Dans 2 ans, on se revoit. Ouais, on a perdu le savoir parce qu'il n'est plus là. Ok, 5 ans plus tard, vous faites quoi? 5 ans plus tard, ils se disent, bon, j'en ai marre de à chaque fois perdre le savoir, donc j'aimerais le mettre dans du digital. Mhm. Puis après, voilà. Puis on arrive à cette conjonction entre les jeunes et les plus expérimentés. C'est en train d'évoluer, mais c'est vrai que ça met du temps. Et puis, enfin, je disais avant, ça coûte, c'est de l'argent. Donc, Mhm. si on a 100 000 francs à investir, on investit dans quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment, ou on investit dans ce qu'on doit le faire, et puis on améliore quelque chose, c'est logique. Donc il faut, si on ne comprend pas, c'est peut-être c'est mal expliqué, ou c'est pas le bon moment. Donc si on ne comprend pas, on doit défendre, ou doit démontrer qu'il y a un retour. C'est le cercle vicieux, hein, mais pour Mhm. démontrer qu'on a un retour, on doit faire quelque chose. Voilà. Donc du coup, on se focalise sur... du coup, on est lié à nos fournisseurs. Enfin, du coup, je prends Microsoft. Tout le monde prend Microsoft. Enfin, je disais, il y a quelques années arrière, quand on avait démarré avec Calypse, on disait, enfin, même pas, mais des gens qui m'avaient employé avant d'être Calypse, ils disaient, on choisit IBM, on ne peut pas me reprocher d'avoir choisi quelque chose de faux. C'est vrai. Ou SAP. Mais non, c'est Microsoft. Mm. Ouais, mais oui, et puis... mais peut-être que ça fonctionne quand même pas, hein. En tout cas, on n'a pas fait le mauvais choix. Parce que tout le monde le fait. C'est peu Exactement. l'effet. Vous ne pouvez pas savoir. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu différent. Voilà, c'est pas simple. Parce qu'en fait, si on cherche à gravir l'Everest, on va essayer de passer par un endroit où ils ne sont pas passés les autres. C'est peut-être pas une bonne idée toujours, Mm. mais c'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont un peu anticonformistes. Vous êtes combien chez Calypse maintenant? On est une vingtaine de personnes. Et quels sont un peu les profils? Tu parlais de compétences tout à l'heure et puis voilà, d'une nouvelle génération aussi qui commence à être aux manettes des entreprises. Ouais, quelles sont les compétences au sein de l'entreprise? C'est vraiment très varié, hein. Il y a même des gens qui ont d'autres formations, des biologistes ou des gens qui sont formés plutôt dans le tourisme ou dans les machines-outils. Enfin, les dernières personnes qui nous rejoignent, hein. Mais le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont une attirance, une appétence pour la donnée. Donc, de façon ou d'une autre, dans leurs études, dans leur travail, ils ont utilisé des données Hmm. pour travailler sur leur cœur de compétences. En fait, ils se sont découvertes une passion. Puis ce qu'il y a de bien avec ces personnes-là, enfin en tout cas c'est notre en guillemets, ce côté un petit peu différenciateur, c'est que, mis à part les équipes de développeurs ou de data scientists qui sont vraiment, c'est clair que c'est des data scientists, il y a, la majorité, c'est plutôt des gens qui viennent du métier, mais qui utilisaient les données pour leur métier. Donc en fait, peuvent interagir avec nos développeurs et nos data scientists et puis parler avec le métier. Donc c'est des gens plutôt polyvalents. Pour en guillemets simplifier le discours, parce que si on demande à un data scientist ou à un technicien un peu autiste, enfin un peu comme on est comme ça, Mhm. hein, d'expliquer ce que l'on fait, il va très bien l'expliquer, mais après 2 minutes, on est perdu. D'accord, d'où ma question tout à l'heure de... Je n'avais pas compris le mot API. Quelles sont les opportunités que tu vois un petit peu de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé de manière générale? Toi qui as travaillé vraiment avec eux, Bon, après, nous, dans le secteur de la santé, en fait, on se positionne sur un axe que peut-être pas beaucoup encore pris en Europe. C'est la partie, en guillemets, c'est l'intelligence artificielle organisationnelle. mhm,
Mais tous les autres axes, enfin, il y a énormément de choses qui se font, hein, entre l'IA qui interprète une radio, enfin, ou bien l'IA qui, entre guillemets, fait le dosage parfait du médicament, qui est adapté à la génomique du patient. Enfin, c'est un peu dans ce sens-là que ça va avancer. Ou l'IA qui va aider à, entre guillemets, faire face à la courbe de vieillesse de notre chère Europe de l'Ouest, enfin, en tout cas pays occidentaux. C'est de remplacer des soignants avec plein de technologies, des technologies qui permettent d'être peut-être resté au domicile ou bien d'anticiper s'il y a des problèmes de santé ou des choses qui vont empirer ou pas, puis de suggérer, d'accompagner tout le monde avec peut-être même pas au niveau d'une nouvelle maladie, enfin plutôt d'une IA qui va aider à avoir en place un système de santé et pas de maladie. C'est plutôt le futur. Là, c'est plutôt je parle de IA dans la radiologie, mais le futur, c'est plutôt ça. C'est quelque chose, une IA, combinant plusieurs facteurs, va nous aider à être en meilleure santé. Ou éviter qu'on soit malade trop vite, puis arriver peut-être au modèle chinois où on ne payera pas le médecin si on est malade, mais ça sera l'inverse. Ça va un peu chambouler, non, j'irai, mais vous imaginez si on fait, je paye la caisse maladie uniquement si je suis malade. Non, au contraire, uniquement si je ne suis pas malade. Si je suis pas malade, ouais. La caisse maladie ou les médecins. C'est dans la prévention. Donc, en fait, on est toujours en train de réagir à la cause. Mais dans ce qu'on essaie de faire, nous, donc l'intelligence artificielle organisationnelle, on applique un petit peu le modèle de Uber. Enfin, un petit peu, c'est pas Uber, mais c'est l'offre et la demande. Puis pour pouvoir gérer l'offre et la demande, il faut qu'on sache exactement tout ce qui est demande et tout ce qui est offre pour pouvoir combiner les deux. Un des exemples, c'était dans le Covid, au fait. Il y avait une grande demande de matériel respiratoire ou de lit, et puis il n'y a pas assez, donc il fallait optimiser les choses. Donc, en tout cas, nous, c'est dans ce secteur-là qu'on va s'orienter. Donc, ça ne va pas devenir un medical device, mais indirectement, ça va optimiser les choses. Donc, encore mieux. Si on a des éléments qui viennent sur du wearable ou quoi que ce soit, c'est des données supplémentaires qu'on va pouvoir nous introduire dans notre fameux modèle intelligent qui rajoute à chaque fois des paramètres en plus. Enfin, en tout cas. Pardon. Non, c'est notre vocation. Tu parlais de la Chine il y a un instant. J'ai lu qu'ils avaient mis des robots conversationnels donc à l'entrée des hôpitaux pour un petit peu faire cet aiguillage des gens malades qui arrivent. Est-ce que c'est quelque chose qui serait pertinent à mettre en place justement dans la gestion des flux et aussi dans le soulagement du personnel? Parce que si je comprends bien, c'est un monde qui est assez... Enfin, il y a peu de personnel et beaucoup de malades, donc avec l'offre et la demande, on est sur un déséquilibre. Est-ce que tu penses que ça fait partie aussi des technologies ou des outils qui pourraient être mis en place pour optimiser les flux? Après, en Suisse, un pays riche. Donc, les hôpitaux se reconstruisent, se modernisent. Donc, tout est fait en fonction d'améliorer aussi l'expérience patient. Donc, ça peut être utile, mais il y a déjà beaucoup d'hôpitaux qui sont déjà bien faits. Peut-être dans des établissements plus anciens, ça peut être appliqué. Enfin, j'ai aussi vu en France, hein, quelque part, il y a un robot où on va le suivre. Il va nous suivre dans les méandres de l'histoire de l'hôpital, parce que chaque bâtiment a une ère différente. Donc là, c'est vrai que c'est utile. C'est pas si simple, puis c'est bien de se repérer. Le robot, parce que les personnes qui vont à l'hôpital, c'est souvent des personnes moins à l'aise avec la technologie. Il faut des robots, mais dans 5 ou 10 ans, quand ce sera, enfin un peu plus, ce sera à notre tour d'y aller, on sera déjà à l'aise avec, même beaucoup plus, on sera à l'aise avec la technologie. Donc en fait, ça ne sera même plus des robots. Ça sera quelque chose. Peut-être plus un appareil, peut-être pas un smartphone parce que ça va essayer d'évoluer, mais on aura quelque chose qui va nous guider. Et on sera beaucoup plus à l'aise avec la technologie, peut-être. Donc c'est un peu une période intermédiaire, ces fameux robots qui dirigent. Après, au Japon, il y a des robots qui font la discussion dans les homes. Oui. Bon, moi, je fais la discussion avec ChatGPT tous les jours. Ça ne pose pas de problème. Ah oui, nous, ça nous je devrais me poser des questions. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Mais... Puis ça nous posera encore moins de problèmes. Peut-être pour nos enfants, ça sera même une évidence.
de tout partager. Si on a un retour, puis si on sait ce qui est fait avec nos données. C'est les mots-clés, ça. Oui, ça, c'est Ben, un enjeu. enfin, si défini, je dis, écoute, si tu me partages toute ta vie, toutes tes données, je vais pouvoir te sauver d'un cancer dans 50 ans. Ben, qui c'est qui va dire non? Mhm. Bon, peut-être certains, parce qu'ils vont dire oui, dans 50 ans. Non, mais si on se rapproche vraiment si on arrive à dire, ah, ben, on a été diagnostiqué d'une maladie rare, il y a une seule façon de pouvoir la soigner, c'est qu'on a accès à toute votre vie. Mhm. Ben, je pense que tout le monde dit, oui, ben, de toute façon, j'ai pas le choix, hein, c'est où ça ou ça s'arrête, donc essayons. Parce que c'est une utilité, un retour. C'est ça qu'on devrait. On devrait rattacher nos données privées, propres, rattacher, donc pouvoir les retrouver. Comme les droits d'auteur dans les musiques, c'est de pouvoir les retrouver, de savoir toujours, 3 ans plus tard, on est en voyage quelque part en Asie, ah tiens, il y a une brique de ma donnée, elle a été utilisée par le tour opérateur. Ça serait bien. Absolument. Est-ce que tu aurais des sources d'informations ou un livre à recommander ici qu'on pourrait, Oui. ou des choses qui t'ont marqué, ouais. Alors, il y a un livre qui m'a marqué, il y a déjà quelques années, mais je l'ai relu récemment, qui s'appelle Le Code of Extraordinary Mind. Après, le nom, il a été écrit par Visham, je ne sais plus son prénom, mais enfin bref, c'est quelqu'un qui a créé Mind Valley, puis qui a été un des précurseurs de tout ce qui est méditation, mais pas que ça. Enfin, lui, en fait, l'origine de ce livre, c'est qu'il a été diagnostiqué Asperger, donc il est un peu autiste. Enfin. Mhm. Puis, au fait, mais il a été diagnostiqué plus tard, à son âge adulte, parce que son fils était comme ça. Donc il a compris pourquoi il était toujours un peu anticonformiste ou il n'arrivait pas à déceler certaines choses. Donc, en fait, il a monté toute une méthodologie, une méthode pour craquer notre code. En fait, on nous a mis un code dans la tête à la naissance, où on est né, on a été formé. Puis en fait, lui, c'est d'essayer de comprendre ce code qu'on a dans notre tête, le craquer, puis de le réécrire d'une autre façon qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Donc c'est très... mais ce livre-là, à chaque fois que je le relis, je dis, ah ouais, je comprends. Enfin, je comprends aussi pourquoi, pour être innovateur ou différent, il ne faut pas suivre la masse et les boutons. Puis quand on comprend la masse, on comprend les mécanismes qui font influence tout cela, on peut agir, on peut vivre dans ce monde, mais on peut aussi dire, non, mais moi, je veux faire différemment. Donc c'est un livre qui est destiné à ceux qui veulent s'écouter, puis Comprendre. comprendre et amener quelque chose de différent au monde. Donc, On le mettra dans le descriptif de cette vidéo, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a aussi une personne que tu nous recommandes d'inviter et qui prendrait ta place aujourd'hui? avant la personne, il y a une autre. Ah oui, pardon. Parce que je parlais au livre, je parlais d'un influenceur. Enfin, c'est quelqu'un qui s'appelle Andrew Ng. Enfin, c'est un Chinois. Il était peut-être, en fait, ça connaît déjà, mais il était chez Baidu, il était chez Google, Brain, ce projet. Puis il est un professeur à Stanford. C'est le cofondateur de Coursera. Mais il a beaucoup de cours sur l'IA. Donc, il a aussi une plateforme sur l'IA. Et puis, ouais, c'est quelqu'un en tout cas qui essaye d'évangéliser, de démocratiser l'usage de l'IA. Puis là, ces derniers temps, il est en train de s'éclater. Donc avec ChatGPT, il donne plein d'exemples. Donc c'est encore mieux maintenant de suivre. La dernière vidéo qu'il a fait, c'est vraiment très très Mais bien. il a une chaîne YouTube? Oui, une chaîne YouTube. Ah, génial. On essaiera de... Donc c'est Andrew, puis après NG, enfin c'est Ok. NG. Et puis oui, alors une personne que tu souhaiterais nous recommander, qu'on pourrait inviter? Alors justement, vous avez compris, hein, je ne suis pas un conformiste, mais j'aime bien des gens qui bousculent un peu Absolument. le statu quo. Et j'ai pensé à une personne qui est comme ça depuis toujours. Il s'appelle Olivier Di Natale. Donc lui, c'est le fondateur d'une société de médias qui s'appelle General Media, qui est même à quelques mètres d'ici d'ailleurs. Donc lui, c'est quelqu'un que je recommanderais. C'est quelqu'un qui a un grand entrepreneur et plein de projets qui peut amener aussi une façon différente de voir les choses. Eh bien, Tony, merci infiniment. Merci Delphine. Et tout de bon pour la suite. Ouais. Merci beaucoup.